Il existe des endroits sur Terre où l'on a l'impression que le temps s'est arrêté. Des villes entières avec des rues, des écoles et des maisons complètement abandonnées et laissées à la décadence dans le silence. Certaines ont été détruites par des catastrophes, d'autres vidées du jour au lendemain et quelques-unes sont encore entourées de mystères. Dans cette vidéo, nous allons explorer 15 lieux inquiétants où personne ne vit. Des endroits si hantés et oubliés qu'ils vous feront vous demander ce qui s'est réellement passé là-bas et pourquoi personne n'est jamais revenu. Commençons par numéro 15, la ville fantôme en béton du Japon, l'île Ashima. Au large de Nagasaki se trouve une île qui ressemble plus à un cuirassé rouillé qu'à une terre réelle. Elle est connue sous le nom d'île Ashima, ou plus sinistrement, l'île du cuirassé, ou Gunkanjima. C'était autrefois l'un des endroits les plus densément peuplés, mais maintenant c'est une ruine en décomposition. Un cadavre de béton silencieux entouré par la mer. L'île Ashima était à l'origine une installation minière de charbon achetée par Mitsubishi à la fin des années 1800, alors que le Japon s'industrialisa rapidement. Pour loger la main-d'œuvre croissante, la société a construit ses immeubles d'appartements, écoles, magasins et même hôpitaux. À son apogée, dans les années 1950, plus de 5000 personnes vivaient sur cette petite île de seulement 16 acres, entassées en couches comme des briques dans une ruche dystopique. En 1974, l'île a été complètement abandonnée, les résidents partis en hâte, ne prenant que ce qu'ils pouvaient porter. Des livres ont été laissés sur des bureaux, des vélos ont rouillé dans les cours, des assiettes de dîner sont restées sur des tables. Le résultat est un instantané glaçant d'une vie figée dans le temps où la nature et la décadence règnent désormais. L'île a été interdite d'accès pendant des décennies, en partie à cause de préoccupations de sécurité et en partie à cause de son passé sombre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des travailleurs forcés coréens et chinois y ont été amenés dans des conditions brutales. Beaucoup sont morts sous terre dans les mines. Cet héritage a jeté une longue ombre, transformant l'île non seulement en ville fantôme, mais en mémorial à la souffrance. Ces dernières années, le gouvernement japonais a ouvert Ashima à un tourisme limité, mais l'accès est strictement contrôlé. Malgré la détérioration, l'île a fasciné les cinéastes, les historiens et les chasseurs de fantômes. Elle a même été utilisée comme repère de méchants dans le film de James Bond, Skyfall. Vu d'en haut, cela ressemble à une forteresse dans l'eau, une dalle grise étroite et oblongue entourée d'un océan bleu vif. Il n'y a aucun signe de vie, aucun véhicule en mouvement, aucune végétation, aucune lumière. Juste une coquille en décomposition, comme un navire de guerre abandonné perdu en mer. Trop loin pour être secouru et trop étrange pour être oublié. Numéro 14. La ville qui brûle encore, Centralia. Sous les collines de l'est de la Pennsylvanie se trouve un feu qui brûle depuis 1962 et qui ne montre aucun signe de s'arrêter. C'est Centralia, une ville presque vide construite sur un feu de charbon souterrain qui a transformé les maisons en zone de danger, fissuré les routes en évents fumants et laissé un squelette sinistre d'une communauté où personne n'ose vivre. Ce qui reste maintenant n'est guère plus qu'une poignée de maisons, un cimetière et un vaste désert de sol brûlé. Le feu a commencé lorsqu'une décharge locale a été brûlée trop près d'un filon de charbon exposé. Les flammes se sont rapidement propagées à travers les vastes tunnels de mines sous la ville, allumant un incendie qui s'est enfoncé profondément dans la terre. Malgré des années d'efforts, le feu était impossible à contenir. Des gaz toxiques et des trous d'effondrement dangereux ont commencé à apparaître, et les résidents ont commencé à remarquer que leur sous-sol se remplissait de chaleur et de monoxyde de carbone. Dans les années 1980, le gouvernement est intervenu, la ville a été condamnée et la plupart de ses habitants ont accepté des indemnisations et sont partis. Seules quelques personnes ont défié les ordres et sont restées, se battant pour le droit de rester dans ce qui était essentiellement une ville fantôme perchée au-dessus de l'enfer. Aujourd'hui, c'est une curiosité. Des routes couvertes de graffitis traversent le paysage d'asphalte fissuré. Des arbres se tiennent morts et noircis, leurs racines cuisant à la chaleur d'en bas. Ce feu souterrain pourrait brûler encore pendant 250 ans, se nourrissant du charbon sous la région. Il n'existe aucun moyen connu d'éteindre ce feu, mais vu d'en haut, cela ressemble à un patchwork de forêts, de chemins de terre et de légères lignes de grilles où les rues étaient autrefois. On peut encore tracer le contour de l'ancienne ville. Des routes qui ne mènent nulle part, des impasses sans maison, des trottoirs se terminant dans l'herbe. Le thermomapping et l'imagerie thermique ont révélé la véritable terreur de cet endroit. Une signature lumineuse sous la terre,
des zones irrégulières de haute température qui sont éparpillées sous la surface. Une carte de la ville consumée par en dessous, effacée non par la guerre ou la peste, mais par le feu. Numéro 13. La ville fantôme remplie de sable de Namibie, Comenskop. Dans le désert du Namibe, entouré de dunes ondulantes et de vents brûlants, se trouvent les restes d'une ville minière de diamants qui a été entièrement engloutie par le sable. C'est Comenskop, une colonie allemande autrefois prospère qui est devenue l'un des endroits abandonnés les plus surréalistes de la planète. Personne n'y vit maintenant. La seule chose qui bouge est le vent, transportant le sable dans chaque pièce, chaque couloir, chaque endroit creux. Comenskop a été fondé au début des années 1900 après qu'un cheminot y ait découvert des diamants à la surface. Presque du jour au lendemain, une ville s'est développée avec un luxe inconnu pour son emplacement désolé. Il y avait des manoirs, un hôpital avec la première machine à rayon X d'Afrique, une école, une salle de bowling, un théâtre, même une usine de glace. Les résidents buvèrent du champagne, écoutèrent de la musique européenne et profitèrent de la richesse tirée directement du sol. Mais à mesure que les champs de diamants s'épuisaient et que des dépôts plus riches étaient découverts ailleurs, Comenskop a été abandonnée. Dans les années 1950, elle était déjà en train de tomber dans le silence et le désert a commencé son invasion lente. Comenskop était à des kilomètres de la ville habitée la plus proche, avec des visiteurs traversant de vastes étendues de désert non pavés pour y parvenir, mais ceux qui le font sont récompensés par une vision inoubliable. Une ville entière qui se dissout dans le sable, l'architecture se mêlant aux dunes, la civilisation étant récupérée grain par grain. Vus d'en haut, de faibles rectangles suggèrent des fondations, des contours de toits à peine retenant le désert. Cela ressemble à une ville s'enfonçant sous une mer dorée. Il n'y a pas de voiture, pas de culture, pas de château d'eau, juste les cicatrices géométriques de quelque chose qui a autrefois prospéré, maintenant disparaissant dans le souffle sec de la terre. Numéro 12. Le village pod abandonné de Taïwan, le complexe Sanji. Juste à l'extérieur de la ville de New Taipei à Taïwan, le long d'une route côtière sinueuse qui fait face à la mer, se trouvent les restes en ruine de ce qui devait être une utopie de luxe du futur. C'est Sanji, une collection de bâtiments en forme de pod, en forme de soucoupe volante abandonnée, qui semblent avoir été largués du ciel. La construction a commencé à la fin des années 1970 et était prévue comme une station balnéaire pour les vacanciers fortunés utilisant une architecture modulaire futuriste ressemblant à des soucoupes volantes. Les pods étaient préfabriqués et empilés en courbes imbriquées, donnant à l'ensemble un esthétique de colonie spatiale surréaliste. Mais presque dès le début de la construction, les choses ont commencé à mal tourner. De nombreux accidents mortels ont été signalés sur le site, des travailleurs sont tombés, des équipements ont échoué et des rumeurs de malédiction se sont rapidement répandues. La superstition locale liait cette terre à un ancien cimetière néerlandais, et certains croyaient que les esprits des morts résistaient au développement de la station. Le soutien financier a ensuite faibli, les promoteurs ont abandonné, et au début des années 1980, le projet a été abandonné, laissant des dizaines de pods colorés cuisant au soleil, exposés au typhon et au temps. Au fil des décennies, la nature et la décadence ont pris le dessus. Les fenêtres se sont brisées, les portes se sont rouillées, des plantes ont forcé leur chemin à travers les fissures des sols, les intérieurs sont restés inachevés, les carreaux de cuisine à moitié installés, les escaliers menant nulle part. Le silence de cet endroit n'était interrompu que par le vent de l'océan hurlant. En 2008, le gouvernement local a annoncé des plans pour démolir ce site, et en 2010, la plupart des pods d'origine avaient été démolis, mais leurs souvenirs vivent dans des photographies et des vidéos virales qui ont capturé la fusion hantée du rétrofuturisme et de l'échec silencieux. Vu d'en haut, cela ressemblait autrefois à un village de jouets oubliés sur une plage, des pods circulaires brillants disposés en rangées, regardant vers le ciel comme des yeux extraterrestres. Sur des photos plus anciennes, on peut suivre les courbes des routes qui serpentaient à travers le site, les espaces où les pods n'ont jamais été installés et les marques de vieillissement où la peinture s'est estompée et les toits se sont effondrés. C'est une ville fantôme, construite pour un avenir qui n'est jamais venu. Numéro 11. La ville ensevelie par un tremblement de terre en Chine, Beichuan. Dans les montagnes de la province du Sichuan, entre des crêtes et une pente forestière escarpée, se trouvent les restes brisés de Beichuan, une ville qui a été violemment effacée de la carte par l'un des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire moderne de la Chine.
Le 12 mai 2008, un tremblement de terre de magnitude 7,9 a frappé cette région, tuant plus de 80 000 personnes, Beïchouane ayant connu certaines des pires destructions et pertes humaines. Des blocs d'appartements entiers se sont effondrés comme des dominos, des pentes ont cédé, et des glissements de terrain ont enseveli des écoles, des maisons et des rues sous des milliers de tonnes de débris. Un barrage voisin a éclaté, inondant les zones basses d'eau boueuse. Cette ville a été si complètement dévastée que le gouvernement chinois a décidé de l'abandonner totalement. Une nouvelle Beïchouane a été construite à proximité, mais l'original a été laissé intact. Maintenant, ce qui reste est une capsule temporelle figée de l'horreur. Des bâtiments écrasés gisent encore là où ils sont tombés, des barres métalliques et du béton sont entremêlés comme des os cassés. Des sacs d'école sont éparpillés dans les ruines des salles de classe. Des voitures sont à moitié submergées dans des routes fissurées. Un jour, elle était pleine de vie. Le lendemain, elle était pleine de silence. Les gens n'étaient pas partis parce que l'économie s'était asséchée ou qu'une guerre avait éclaté. Ils sont partis parce que la terre elle-même s'est ouverte sous eux. Et ainsi la ville se dresse à la fois comme une catastrophe naturelle et comme un symbole de la vulnérabilité humaine. Vue d'en haut, Beïchouane ressemble à une ville en plein effondrement. Les contours des bâtiments restent, mais les structures elles-mêmes sont affaissées et brisées. Les images révèlent le contraste entre l'ancienne ville et la nouvelle à proximité, un fantôme de béton vivant à côté d'une grille. Dans les scans haute résolution de Thermaland, Beïchouane est une cicatrice dans les montagnes, vive et indiscutable. Numéro 10. La capsule temporelle scellée de Chypre, Varosha. Sur la côte est de Chypre, dans le soleil et l'air salin, se trouve une ville fantôme qui est piégée dans le temps. C'est Varosha, autrefois le joyau de la Riviera chypriote, rempli d'hôtels de luxe, de stations balnéaires et de boutiques haut de gamme. Au début des années 1970, c'était l'une des destinations touristiques les plus populaires de la Méditerranée. Puis est venue l'invasion turque de 1974 et tout a changé. Alors que les forces turques avançaient dans la ville de Famagoust, où se trouve Varosha, la population chypriote grecque s'est enfuie dans la panique. En quelques jours, le quartier a été scellé avec des clôtures, gardées par des troupes turques et déclaré zone d'exclusion militaire. Personne n'était autorisé à revenir. Au cours des 5 décennies suivantes, le temps s'est simplement arrêté à l'intérieur du périmètre. Les halls d'hôtels sont figés en plein nettoyage. Les grands magasins sont encore approvisionnés en mode des années 1970. Des voitures sont à l'arrêt avec les clés dans le contact. Des plantes poussent à travers les carreaux de sol et éclatent à travers des fenêtres brisées. Certains bâtiments se sont effondrés. D'autres sont étrangement intacts. Le silence ici est profond. Pendant des décennies, c'était l'un des exemples les mieux préservés d'abandon moderne. Contrairement aux ruines anciennes, Varosha est rempli de décadence contemporaine. Des télévisions de 1974, des tourne-disques, des lunettes de soleil, des magazines, tout semble familier, mais juste un peu décalé. Une ville en pause où l'horloge n'a jamais été autorisée à tourner à nouveau. Vue d'en haut, Varosha ressemble à une carte postale devenue grise. La plage s'étend parfaitement le long de la Méditerranée, les bâtiments formant un dense treillis urbain. Mais en zoomant, les fissures apparaissent. Des toits effondrés, des routes envahies par la végétation, aucun signe de voiture ou de mouvement. La zone est indiscutablement vide, mais maintenue en place. Un paradis balnéaire devenu membre fantôme, parfaitement cartographié, mais totalement inhabité. Numéro 9. Le village de Chine englouti par la nature, Hotuan. Sur le côté est de l'île Shengshan en Chine, dans l'archipel de Jushan, se trouve un village qui ressemble moins à une colonie humaine, et plus à un temple oublié consumé par la jungle. C'est Hotuan, autrefois habité par une communauté de pêche prospère, maintenant complètement envahi par un épais voile de vignes rampantes, de mousse et de silence. C'est l'un des exemples les plus troublants de ce qui se passe lorsque la nature reprend possession de la civilisation. Fondé dans les années 1950, Hotuan était un village éloigné mais prospère, s'appuyant sur la mer de Chine orientale pour sa richesse. À son apogée, il abritait plus de 2000 personnes, mais en raison de l'isolement géographique, de la diminution des stocks de poissons et du manque d'infrastructures modernes, la population a commencé à diminuer dans les années 1990. Au début des années 2000, il était entièrement abandonné. Les bâtiments sont toujours debout. Des maisons en briques, des escaliers en pierre, des toits en tuiles, mais chaque surface est recouverte de verdure. Le lierre déborde des fenêtres,
Des figues poussent dans les gouttières, des maisons entières sont enveloppées, comme des cadeaux dans la végétation. De loin, le village semble respirer avec les feuilles, mais malgré cette beauté étrange, le village n'est pas complètement oublié. Ces dernières années, des touristes et des photographes ont commencé à le visiter, attirés par des images de fenêtres vertes fantomatiques et d'escaliers menant nulle part. Quelques habitants entreprenants sont revenus pour gérer des maisons d'hôtes ou des stands de nourriture pour les visiteurs d'un jour, mais au cœur de ce village, il reste intact, trop envahi, trop précaire, trop effrayé dans son entropie silencieuse. Hotwan est un rappel vivant que peu importe combien nos structures semblent permanentes, elles sont des invités temporaires dans le domaine de la nature. Si vous partez assez longtemps, la nature reprendra ses droits. Vu d'en haut, il est à peine identifiable parmi les collines boisées qui l'entourent. Les contours des routes et des toits émergent à travers la canopée, comme des ruines anciennes sous les vignes. Les images montrent un patchwork de textures vertes, des cimes d'arbres lisses interrompues par l'arête carrée occasionnelle d'une maison. C'est une ville fantôme, enveloppée dans le monde vivant, respirant encore sous les feuilles. Numéro 8. Le village des ombres en France, Oradour-sur-Glane. Dans la campagne du centre-ouest de la France, un village est en deuil permanent. C'est Oradour-sur-Glane, une ville qui n'a pas été abandonnée lentement, mais éteinte en un seul jour, pendant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Le 10 juin 1944, une division de la Waffen-SS nazie a massacré 642 villageois, y compris des femmes et des enfants, et a brûlé la ville jusqu'au sol. Après la guerre, Charles de Gaulle a déclaré qu'elle ne devrait jamais être reconstruite. Au lieu de cela, elle resterait telle qu'elle, une ruine sacrée, un mémorial préservé dans le silence. Aujourd'hui, les visiteurs marchent à travers des rues brisées comme à travers un musée des fantômes. Les carcasses de voitures calcinées sont toujours là dans les garages. Des bicyclettes rouillent à l'extérieur des cadres de portes fondues. L'école, la boulangerie, l'église se tiennent toutes comme elles l'étaient ce jour terrible. De l'herbe pousse à travers les pavés, le vent soulève la poussière à travers les fenêtres creuses. Il n'y a pas de résidents, seulement des souvenirs ici. Contrairement à de nombreux endroits abandonnés, Oradour est méticuleusement préservé. Pas de restauration, pas de rénovation. Chaque poutre carbonisée et chaque brique cassée est laissée en place, protégée par l'État et surveillée par des survivants et des historiens. La vue la plus poignante est l'église, où des femmes et des enfants ont été enfermés et tués avec des explosifs et du feu. L'autel est toujours là, la cloche en fer reste silencieuse, et c'est un endroit où même les chuchotements semblent trop forts. Oradour n'est pas hanté par des fantômes au sens traditionnel. Il est hanté par la vérité. Un village qui aurait pu disparaître dans le sol a plutôt été figé dans l'angoisse, pour que personne n'oublie ce qui s'est passé. C'est à la fois un acte de résistance et de mémoire. Vu d'en haut, les routes sont intactes, mais les bâtiments projettent des ombres brisées. Des arbres bordent les périphéries, mais aucune fumée ne s'élève, aucun véhicule ne bouge, et l'église se tient au centre. Son maçonnerie est intacte, mais son toit assombri par le temps. C'est un village construit par des mains, détruit par la haine et préservé dans le silence. Passons à... Numéro 7. La ville oubliée de Russie, Kadikhchan. Dans l'extrême-orient russe, situé dans un paysage gelé de l'oblast de Magadan, se trouve un endroit qui a autrefois prospéré avec la chaleur des fours et les rires des enfants, mais maintenant il se tient silencieux et sans vie. C'est Kadikhchan, une ville minière soviétique construite pour la fonction, abandonnée à la hâte et maintenant survivant seulement comme un écho froid et en décomposition d'un passé conçu. Entourée de pergélisols et de montagnes, la ville est si éloignée et si désolée que même la Russie elle-même a largement oublié son existence. Kadikhchan a été fondée pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la poussée de Staline pour exploiter les riches dépôts de charbon de la région. La ville était principalement peuplée par des travailleurs forcés, des prisonniers de goulag qui extrayaient du charbon dans des conditions brutales. Au fil du temps, elle a évolué en une ville fonctionnelle avec des écoles, des bibliothèques, des cinémas et des immeubles d'appartements abritant des milliers de personnes. À son apogée dans les années 1980, elle comptait près de 12 000 résidents et fournissait le combustible nécessaire aux complexes industriels voisins. Mais après la chute de l'Union soviétique, le système centralisé qui soutenait cette ville s'est effondré. La demande de charbon a chuté. Les conditions difficiles et l'isolement ont rendu la région difficile et coûteuse. Puis, en 1996, une explosion dans l'une des mines a tué 6 travailleurs. Cela a été la goutte d'eau. Le gouvernement a déclaré les mines trop dangereuses et non rentables.
En moins d'1 an, toute la ville Astol a été évacuée. Et lorsque les gens sont partis, ils sont partis vite. Des livres ont été laissés sur les étagères, des vêtements pendent encore dans les placards, de vieux posters de propagande soviétique se recroquevillent sur les murs. Des pièces entières sont restées intactes depuis les années 1990, comme une exposition de musée que personne n'a organisée. Peu de gens osent visiter cet endroit. Le voyage nécessite de naviguer sur des routes glacées, loin de toute infrastructure moderne. Les températures plongent souvent en dessous de moins 40 degrés Celsius en hiver, et il y a un sentiment que la ville attend quelque chose. Pas de sauvetage, pas de renaissance, juste une reconnaissance. Ce qui rend cet endroit vraiment étrange, c'est la complétude. Contrairement à d'autres villes fantômes qui ont été lentement récupérées, celle-ci reste structurellement intacte mais émotionnellement vacante. Il y a des dizaines de blocs d'appartements encore debout, comme si les résidents étaient simplement sortis faire une promenade, mais ils ne sont jamais revenus. Vu d'en haut, c'est comme une ville fantôme gravée dans le blanc de la toundra. La disposition est précise. Des blocs de style soviétique disposés en ligne nette face à une couverture de neige sans fin. Il n'y a pas de traces de pas, pas de marques de pneus, aucun changement saisonnier dans les structures. Toute la ville enregistre une froideur égale à celle de la terre qui l'entoure, une cicatrice gelée de l'ambition soviétique, abandonnée dans l'un des endroits les plus rudes de la terre. Numéro 6. La ville des coqs d'Azerbaïdjan, Agdam. Dans la région disputée du Haut-Karabakh, où des décennies de conflits ont laissé des terres marquées par des ruines, se trouve la ville abandonnée d'Agdam, un endroit autrefois rempli de vie et de commerce, maintenant réduit à des restes squelettiques. Connu comme l'Hiroshima du Caucase, Agdam abritait autrefois près de 150 000 personnes, mais aujourd'hui c'est une étendue étrangement calme de béton brisé et de champs envahis. Personne n'y vit plus, personne n'ose, mais aujourd'hui c'est une étendue étrangement calme de béton brisé et de champs envahis. Personne n'y vit plus, personne n'ose. Agdam était une ville prospère pendant l'ère soviétique. Elle était connue pour son industrie, ses institutions culturelles et ses larges boulevards bordés d'arbres. Mais lorsque la Première Guerre a éclaté au début des années 1990 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Agdam est redevenue une ville de front. En 1993, les forces arméniennes avancèrent et capturèrent la ville, entraînant l'évacuation complète de la population. Craignant des violences supplémentaires, la ville n'a pas seulement été abandonnée. Elle a été pillée, quartier, brûlée et systématiquement détruite. Des quartiers entiers ont été réduits sans couleur en décombres. Des immeubles d'appartements ont été bombardés. Des sites culturels ont été éventrés. La mosquée au centre de la ville est devenue un perche pour tireurs d'élite. Ce qui reste n'est pas seulement une ville vide, mais un endroit violemment vidé. Malgré les cessez-le-feu et les changements de contrôle politique, Agdam reste largement inaccessible aux civils. Des mines terrestres parsèment encore les périphéries et de nombreux bâtiments sont structurellement instables. Il y a des rumeurs de pilleurs et de récupérateurs non officiels, mais ils partent rapidement. C'est une ville piégée dans les conséquences d'une guerre, suspendue dans un état de tragédie non résolue. Ce n'est que récemment, dans l'accord de cessez-le-feu de 2020, qu'il a été question de restaurer certaines parties de la ville. Mais les blessures sont profondes et les cicatrices visibles sous tous les angles. Vu d'en haut, cela ressemble à une ville qui a été dévorée de l'intérieur. Une empreinte urbaine est clairement visible, des rues, des blocs, des intersections, mais les structures sont des ombres de ce qu'elles étaient en... Des toits manquent, des murs se sont effondrés, la mosquée était toujours là, son dôme intact mais marqué, et les scans de la ville apparaissent de froid, inertes. Comparé aux villes vivantes à proximité, Agdam est une plaie grise sur la peau verte du Caucase, immobile, non résolue et étrangement géométrique dans son silence. Numéro 5. La ville-jungle d'Henry Ford, Fordlandia. Dans la forêt amazonienne, à des centaines de miles des centres urbains du Brésil, se trouve le squelette pourrissant d'un rêve américain qui a mal tourné. C'est Fordlandia, une ville fantôme construite par Henry Ford dans les années 90. Elle est devenue l'un des cas d'étude les plus surréalistes de l'histoire en matière d'arrogance culturelle, de mauvaise évaluation environnementale et même d'échec d'entreprise. Aujourd'hui, Fordlandia se dresse comme une fusion de l'architecture du Midwest et de la décadence tropicale, une ville échouée où personne ne vit et où personne n'a vraiment appartenu. L'idée était ambitieuse. Ford voulait un approvisionnement constant en caoutchouc pour son empire automobile, et il ne voulait pas dépendre des sources asiatiques contrôlées par les Britanniques.
Il a donc acheté un terrain de 2,5 millions d'acres et a décidé de construire une ville entièrement américaine au milieu de la jungle brésilienne, Fordlandia. Elle aurait des écoles, des hôpitaux, des maisons suburbaines et même un terrain de golf. Elle aurait aussi des règles strictes, pas d'alcool, pas de tabac et un repas à l'américaine servi dans une cafétéria d'entreprise. Le résultat, un désastre. Le climat tropical s'est avéré hostile aux EVA, qui ont été plantés trop près les uns des autres et ravagés par la maladie et les parasites. Les travailleurs brésiliens étaient mécontents des règles puritaines de Ford, ce qui a conduit à une émeute en 1930 qui a forcé les responsables américains à fuir la ville. Le design rigide et standardisé de la ville ne correspondait pas au paysage, et le mode de vie importé était en conflit avec les coutumes locales. En 1945, le projet de caoutchouc a été abandonné. Ford a vendu le terrain au gouvernement brésilien pour une fraction de son coût, et la jungle a commencé sa conquête silencieuse. Maintenant, des maisons de style colonial se tiennent sans toit sous le soleil. Les bâtiments de l'usine sont toujours là, rouillés et grinçants, et les réservoirs d'eau se dressant comme un monument à la confusion. Ce n'est pas seulement que la ville a été abandonnée, c'est qu'elle n'a vraiment jamais vécu. Fordlandia est l'un de ces endroits qui ne semblent pas réels jusqu'à ce que vous les voyiez. Une petite ville américaine déposée au cœur de l'Amazonie, parfaitement préservée dans son échec. Vous pouvez marcher le long de la route principale et voir les noms effacés sur les bâtiments, la cafétéria, l'école, l'hôpital, mais il n'y a pas de gens, pas de signes de vie quotidienne, seulement le son des insectes et la respiration dense de la forêt. Vu d'en haut, cela ressemble à une ville qui a été engloutie par la nature au ralenti. Les toits se sont effondrés, les routes s'effacent dans la jungle et les anciens bâtiments d'usines sont encore visibles, mais à peine. C'est une cicatrice d'ambition étrangère gravée dans le cœur vivant de l'Amazonie. Numéro 4. La ville noyée d'Argentine, Villa Epecuén. Sur les rives de l'Argentine occidentale, sous un voile de ruines recouvertes de sel et de silence, se trouve une ville qui accueillait autrefois des milliers de visiteurs, puis a disparu sous l'eau. C'est Villa Epecuén, une station balnéaire construite sur la promesse de ses eaux curatives et de sa beauté naturelle complètement submergée en 1985 lorsqu'un barrage voisin a cédé. Pendant près de 25 ans, la ville est restée sous l'eau. Lorsque les eaux se sont finalement retirées, ce qui est réapparu ressemblait à une vision post-apocalyptique figée dans le sel. Fondée dans les années 1920, Villa Epecuén était une destination thermale florissante au milieu du XXe siècle. Ces lacs d'eau salée, réputés plus salés que la mer morte, attiraient en des personnes cherchant des cures thérapeutiques. À son apogée, elle accueillait plus de 25 000 personnes par an. La ville comportait des hôtels, des spas, des boutiques et des restaurants, tous conçus autour du bien-être et de la détente. Mais sous cette prospérité se cachait un défaut de conception dangereux. La ville était construite sur des terres basses entre le lac et un canal artificiel. En novembre 1985, après une période de fortes pluies, le canal a débordé. Le lac a envahi une digue protectrice et a commencé à engloutir lentement la ville. Ce n'était pas un tsunami, mais une inondation rampante et imparable. Les résidents regardaient impuissants alors que le niveau de l'eau montait pouce par pouce, engloutissant routes, bâtiments et souvenirs. En quelques semaines, elle était complètement submergée sous moins de 10 mètres d'eau. Pendant des décennies, la ville a été perdue. Les habitants ont déménagé, bien sûr. Le lac riche en sel a continué d'éroder tout ce qu'il touchait. Le métal a corrodé, le béton s'est fissuré, les arbres sont morts. Puis au début des années 2000, l'eau a commencé à se retirer. Ce qui est revenu n'était pas la ville perdue, mais une version squelettique et cristalline, une ruine scintillante recouverte de sel qui semblait sculptée par des fantômes. Malgré son apparence étrange, quelques personnes viennent chaque année, photographes, explorateurs, touristes curieux. Un homme est même revenu pour y vivre, refusant de quitter sa maison d'enfance. Mais la ville elle-même reste inhabitée, personne n'y vit, car personne ne le peut. C'est un rappel de la façon dont l'eau donne la vie, et à quel point elle peut facilement l'emporter. Vue d'en haut, la grille des rues est encore visible mais fracturée. Les bâtiments ressemblent à de pâles cicatrices, leurs toits effondrés ou manquants, et l'eau environnante est teintée de minéraux, tandis que le sol brille de dépôts de sel. C'est une ville noyée qui est revenue des profondeurs, scintillant du souvenir de ce qu'elle était autrefois. Numéro 3. La ville de Pierre de Turquie semble Kayaköy.
Niché dans les collines de Turquie se trouve un labyrinthe hanté de maisons en pierre vides et de chapelles en ruines, dévalant une colline comme un mosaïque oublié. Ces cailles accueillent autrefois un village grec prospère connu sous le nom de Lévisi, maintenant une ruine à ciel ouvert s'effaçant lentement dans le paysage. Personne n'y vit plus. Les portes ont disparu, les fenêtres sont creuses. Il ne reste que la coquille, une ville vidée par la guerre, l'exil et le temps. Au début du XXe siècle, elle abritait près de 10 000 résidents grecs orthodoxes vivant en coexistence pacifique avec les musulmans turcs voisins. La communauté prospérait avec des écoles, des églises, des boulangeries et des maisons construites dans le style grec anatolien classique, accrochées aux collines en rangées comme des terrasses de vignobles. Les deux plus grandes églises dominaient seulement la ligne d'horizon, leurs dômes et arches maintenant squelettiques, leurs fresques estompées sous les couches de lichen. Construite en 1923 après la guerre gréco-turque et l'effondrement de l'Empire ottoman, les gouvernements turcs et grecs signèrent un accord d'échange de population dans le cadre du traité de Lausanne. Cet accord a déplacé de force plus d'1,5 million de Grecs de Turquie et un demi-million de musulmans de Grèce, déracinant des communautés séculaires du jour au lendemain. Les résidents avaient en quelques jours pour faire leurs valises, embarquant sur des navires à destination d'une Grèce inconnue, laissant derrière eux non seulement des maisons, mais aussi des tombes d'ancêtres, la langue et l'identité. En conséquence, le village n'a jamais été réoccupé, et la nature a lentement commencé à le reprendre. Les tremblements de terre et l'érosion ont accéléré cette décadence, et des arbres poussent à travers les cours, et les toits se sont effondrés. Ce qui est le plus troublant dans cet endroit, c'est le silence. Les maisons, bien que sans toit, restent largement intactes. Vous pouvez traverser les pièces, voir des cheminées, des niches podarins pour des icônes et des marches en pierre usées menant à de longues greniers vides. Ces dernières années, le gouvernement turc l'a préservé en tant que monument historique, bien que quelques habitants vivent à la périphérie et que le trafic touristique est augmenté chaque été, mais le cœur de la ville reste figé. Plusieurs romans et films ont été inspirés par cela, notamment Les oiseaux sans ailes de Louis de Bernières, qui utilise le village comme métaphore de la destruction de l'harmonie. Ici, dans cet endroit, vous ne voyez pas seulement des bâtiments abandonnés, vous voyez un mode de vie qui a été arraché de force. Vu d'en haut, cela ressemble à un dense amas de rectangles. Cela se fond dans le terrain, créant une sorte de patchwork fossilisé. Il n'y a pas de véhicules, pas de signes d'agriculture, pas de développement. Juste un labyrinthe de pierres dans les collines, intact par le temps, surveillé seulement par les oiseaux qui planent au-dessus. Numéro 2. La falaise médiévale d'Italie, Craco. Perchée de manière précaire sur une colline escarpée dans la région de la Basilicate, au sud de l'Italie, Craco est l'une des villes les plus visuellement dramatiques et étrangement abandonnées d'Europe. Craco ressemble à un décor de film figé dans la décadence. En fait, il a été utilisé comme tel, apparaissant dans des films comme La Passion du Christ et Quantum of Solace, mais cette ville hantée n'est pas une invention cinématographique. Elle est réelle et personne n'y vit plus. Ses origines remontent au 8e siècle et au 11e siècle, elle était devenue un bastion féodal. Au fil des siècles, elle s'est transformée en un point stratégique, sa position élevée offrant une défense contre les envahisseurs. La ville était un dédale dense de maisons en pierre, de chapelles et de tours, avec une forteresse centrale lui donnant une apparence presque mythique. Cependant, son emplacement la rendait vulnérable aux glissements de terrain et son sol, riche en argile, bien que fertile, était très instable. Au XXe siècle, ces glissements de terrain sont devenus plus fréquents et dévastateurs. Après un événement particulièrement destructeur en 1963, la plupart des résidents de Craco ont été contraints de se relocaliser dans la vallée en dessous. Puis sont venus les tremblements de terre dans les années 1980 et ensuite les inondations dans les années 1990, scellant davantage le destin de la ville. Craco a été officiellement abandonnée, laissée à la merci des éléments. Maintenant, ce qui rend cela particulièrement étrange, c'est le contraste entre sa beauté passée et la désolation actuelle. Vous pouvez encore voir des carreaux peints sur les murs, des icônes religieuses fissurées et estompées, regardant depuis des alcôves, des meubles brisés et des casseroles jonchent des maisons vides. Le silence est profond et l'absence de personnes, malgré la beauté de l'endroit, semble contre nature. Craco n'est pas seulement une ruine, c'est un avertissement. Un rappel que même les plus belles réalisations humaines sont vulnérables à la nature, au temps et au sol même qui les soutient. Vu d'en haut, c'est une crête de pierre pâle qui s'accroche à un promontoire étroit.
La ville s'élève de la falaise comme un château fantôme. La végétation s'infiltre autour des bords, mais le cœur de la ville reste nu, vide, exposé et en ruine. Une tombe en falaise pour une civilisation qui croyait autrefois être en sécurité au-dessus du monde. Numéro 1. Le mystère magnétique du Mexique, la zone de silence. Au cœur du désert de Chihuahua, dans le nord du Mexique, dans une étendue stérile et balayée par le vent entre les États de Durango, Chihuahua et Coahuila, se trouve un endroit étrange et peu connu où les mythes et la réalité se brouillent dans une brume désertique. C'est la Zona del Silencio, ou la zone de silence, un endroit où les signaux radio disparaissent prétendument. Les boussoles tournent, les météores tombent, et les gens parlent de temps perdus et de phénomènes bizarres. C'est l'une des régions les plus isolées d'Amérique du Nord, et malgré des décennies de spéculation, de recherche et de folklore, personne n'y vit. Personne ne peut. La légende de la zone de silence a commencé à prendre forme dans les années 1930, lorsqu'un pilote survolant le désert a signalé que sa radio avait cessé de fonctionner sans raison apparente. Dans les décennies qui ont suivi, les habitants ont parlé de zones où les radios échouaient, les signaux de télévision se déformaient et les boussoles refusaient pas de pointer vers le nord. La mythologie a explosé en 1970 lorsqu'un missile de test lancé depuis White Sands, au Nouveau-Mexique, a dévié sauvagement de sa trajectoire et s'est écrasé dans cette région. Le gouvernement des États-Unis a dépêché des équipes pour récupérer les débris, et avec eux sont venus des scientifiques, des hélicoptères et des équipements mystérieux. Les rumeurs ont commencé à circuler. Que avaient-ils trouvé? Pourquoi ici? Et qu'est-ce qui rendait ce désert différent? La zone se situe sur la même latitude que le triangle des Bermudes et les pyramides égyptiennes, un détail que les théoriciens du complot ont saisi comme preuve d'un réseau mondial d'anomalies énergétiques. Cette région est riche en magnétite et en uranium, et les géologues notent que ces propriétés magnétiques peuvent, en fait, interférer avec certaines fréquences radio. Pourtant, malgré tous ces mystères, la zone de silence reste principalement inexplorée. L'isolement, le climat brutal et le manque d'infrastructures rendent ici l'établissement permanent presque impossible. Les températures dépassent 45 degrés Celsius, soit 113 Fahrenheit en été, et le terrain est si hostile que les véhicules tombent souvent en panne sans avertissement. Mais l'un des aspects les plus étranges et les plus négligés de la zone est son silence, non pas au sens auditif, mais dans l'absence complète de bruit culturel. Il n'y a pas d'avion au-dessus, pas de bourdonnement lointain de la circulation, pas de lignes électriques bourdonnantes, c'est l'un des derniers endroits sur la planète où le monde moderne disparaît complètement. Le gouvernement mexicain a parfois tenté de capitaliser sur le mythe, proposant des projets d'écotourisme et même installant un monument, mais ces efforts ont principalement stagné. La zone résiste à la marchandisation. Elle reste sauvage et profondément, terriblement vide. Pourrait-il s'agir d'une anomalie magnétique naturelle, d'une configuration géologique rare, ou le silence est-il un voile sur quelque chose que l'humanité n'était jamais censée comprendre? Quelle que soit la vérité, la zone de silence reste un endroit qui défie la certitude. C'est comme si le désert lui-même avait choisi de rester mystérieux. Mais vu d'en haut, il s'étend comme un parchemin brûlé à travers les pôles nord du Mexique. Le terrain semble banal à première vue. Des dunes, des lignes de rivières asséchées et des rochers cuits par le soleil. Mais en zoomant, des motifs émergent, des ombres circulaires, des clairières anormales et des dépressions en ligne droite étranges, là où aucune route n'existe. La cartographie magnétique révèle des champs déformés, irréguliers et non alignés avec la grille tout standard de la Terre. Comparée aux terres environnantes, la zone semble erronée, comme si la réalité elle-même se courbait sous le soleil du désert. C'est un endroit qui n'est pas réclamé par les villes, intact par le temps, et gardé non par des murs, mais par le silence.